Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau débriefing. Aujourd'hui, on va parler droit, on va parler corruption, on va parler Ukraine, des sujets qui sont d'actualité et tout cela, bien sûr, dans le contexte d'une année 2024 qui va avoir des élections américaines. Donc, c'est quelque chose que je pense est un grand intérêt pour tout le monde. J'ai le plaisir d'accueillir Simona Mangiante Papadopoulos, qui est avocate, qui est devenue journaliste euh, depuis 2 ans. Et elle nous expliquera comment elle a fait cette transition, mais avant tout, elle était avocate auprès du Parlement européen, donc pendant 7 ans. Et elle s'est énormément intéressée, et comme on le sait, il y a eu des problèmes de corruption au Parlement européen, elle s'est énormément intéressée aux problèmes de corruption et notamment aux problèmes qu'il y a eu en Ukraine. Mais avant toute chose, bonsoir Simona et bienvenue sur France Soir. Peut-être que ça vaudrait le coup que vous vous présentiez un petit peu, que vous expliquiez votre background et surtout comment vous vous êtes intéressé à tout cela, parce que je pense que les problèmes des élections aux États-Unis, les problèmes de corruption, ça remonte pas à hier. Bonsoir, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureuse de retourner en Europe avec votre programme. Comme vous avez anticipé, en fait, j'ai ma formation, mon background, je suis avocate. J'ai travaillé près du Parlement européen pendant 7 ans, un peu plus spécifiquement d'abord par la Jury Committee, la commission de justice. En fait, on analysait tous les procès législatifs liés à la euh, espace commun de justice en Europe. Et j'ai eu aussi l'opportunité d'analyser tous les défauts de ce fonctionnement. Donc, je parle en tant qu'avocate avec un peu plus de connaissances de ces procès. Et après, j'ai terminé ma carrière au bureau de présidence du Parlement européen. J'étais avocate dans le domaine des child abduction. Donc, j'ai eu l'opportunité de suivre toute la législation sur la criminalisation internationale d'Interpol et Europol à la fois et participer aussi à des projets comme avec la Washington DC, Johns Hopkins University, dans des modèles, des lois sur les pratiques utilisées par différents États dans les cas de child abduction. Donc, mon background, c'était strictement juridique. J'ai commencé avec en suivant en fait la législation européenne de les domaines d'espace juridique, des communs espaces juridiques en Europe, pour terminer sur le cas des enlèvements des enfants. So, international child Oui, abduction. j'allais le mentionner, child adoption, c'est l'enlèvement des enfants, c'est un sujet qui est très important. Et après, vous vous êtes retrouvé aux États-Unis, et on sait aux États-Unis qu'il y a eu énormément de problèmes à partir de 2016 avec les élections de Donald Trump. Il y a eu énormément d'attaques, on va dire, d'attaques et de corruption, et vous avez commencé à vous intéresser à cela et à rechercher. Alors, expliquez-nous un peu, donnez-nous un peu de background un peu sur tout ce qui s'est passé. Alors, ça, c'est une question très intéressante parce que je me suis trouvée, en fait, au milieu de cette enquête qu'on connaît comme les Russiagate, l'enquête sur l'interférence de la Russie dans les élections politiques américaines 2016, quand Donald Trump a vécu les élections. Pourquoi je me suis trouvée dans cette chaos? Parce que je me suis mariée ce temps-là avec un advisor de Donald Trump, George Papadopoulos, où était un target de cette investigation, considérer en fait les liaisons entre une caractère qu'elle était connue plutôt au public. Je ne sais pas combien vous êtes familier, il a des familiarités avec ces caractères, Joseph Mifsud, où en fait elle était tout sauf qu'un agent du Kremlin, mais elle était en fait un agent de la intelligence, Western Intelligence. So, j'essaie en fait, c'est très compliqué aussi. Je me suis trouvée au milieu de tout cela parce que, en tant qu'avocate, elle a commencé à vivre. J'ai vécu, je me suis transférée aux États-Unis dans ce moment particulier. J'avais d'expérience politique au Parlement européen et j'avais connaissance directe du professeur Joseph Mifsud, qu'il avait commencé l'investigation en délivrant, pas délivrant, en fait, en parlant des informations sensibles sur Hillary Clinton. J'étais considérée moi-même une sorte de liaison et donc j'étais accusée d'espionnage dans ces contextes.
Je ne sais pas si le public est familier avec ça, mais en fait, j'ai été interviewée deux fois par les congrès et du Sénat américain. Évidemment, toute la chose s'est résolue avec rien parce que je n'avais aucune implication dans aucune opération d'espionnage international. Et donc, depuis ces moments, je me suis radicalisée dans l'exposition de la corruption, à la fois dans la analyse des procès légaux de certaines investigations conduites par les États-Unis. Et je suis arrivée à la Voilà, juste le mot conclusion, radicalisé est peut-être pas le bon mot, c'est vous vous êtes ah, spécialisé. Parce que ah, radicalisé, ça veut dire que vous faites, il y a ah, en français, il y a une connotation plus presque religieuse, on va dire, avec la radicalisation. euh, ok. donc c'est pour ça que je préfère. Vous vous êtes spécialisé, c'est ça, c'est le bon terme. Merci beaucoup pour la correction, c'est Je préfère le important. préciser. Oui, je suis en fait spécialisée dans l'enquête sur les origines de certaines investigations et la base juridique de les mêmes. Et j'ai pu remarquer d'abord que l'investigation du Russiagate, elle était en fait Ukrainian Gate. En fait, quand on va analyser tous les actes juridiques qu'ils ont commencé l'investigation, on voit que tous les liens, ils ont une commune origine. Et c'est l'Ukraine et n'est pas la Russie. En fait, c'est un fait indisputable. Et le même Donald Trump, pour solliciter une investigation dans sa direction, était victime lui-même d'une impeachment, attentat d'impeachment. Et donc, vous vous êtes intéressé à tout cela donc dès 2016 parce que ben, vous vous êtes marié. Donc, mais vous avez quand même un background en droit et petit à petit, à force d'être impliqué là-dedans, vous vous apercevez qu'il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème politique majeur dans la manière dont on utilise la corruption pour jouer avec les hautes sphères politiques. Oui, c'est exactement ça. Il y a une instrumentalisation du département de justice pour des fins politiques pour produire une agenda politique qui n'a rien à voir en délivrer aux citoyens la justice, la transparence et surtout la criminalisation des faits criminels. On a pu vérifier, il y a aussi et je parle évidemment des conclusions qui sont étayées par des preuves concordantes, qui nous montrent une essai de setup. En fait, on produit les crimes qu'on identifie les sujets qu'on veut criminaliser. Alors, il y a tout un appareil d'intelligence qu'il travaille pour produire ces crimes et pour financer certains voies. Et ça, c'était en fait une conclusion choquante à la fois, mais aussi il m'a aidé énormément à comprendre pourquoi moi-même j'étais à la fois le target de toute cette attention. Évidemment, il n'y a pas de moyens de produire des crimes qui n'existent pas, mais on produit la perception des crimes qui n'existent pas. Et ça, c'est la fin différence qu'elle joue énormément sur les profils médiatiques. Parce que tout ce qu'on veut produire, c'est une headline. C'est en fait une écho médiatique de l'investigation qui, après, joue sur la perception des citoyens et génère des crimes sans crime. En fait, c'est toute une collusion entre les médias à la fois et les départements de justice. Alors, juste une question aux États-Unis, en Europe, il y a tout ce qui s'appelle les crimes sur le blanchiment de l'argent. Aujourd'hui, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que quelque part, il y a un crime sur le blanchiment de l'information, parce qu'on est juste en train de créer un titre, c'est cela, et après les médias font le reste. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce blanchiment de fausses informations? Absolument, ça s'agit d'une euh, character assassination. On va violer l'essence de la personne en euh, produisant une image de la personne qui ne correspond pas à la réalité et qui évidemment il est à la fonction primaire et principale de construire une narrative, une narration. Donc, il y a tout un effort médiatique de la département de la justice à la fois et on peut voir que la majorité de cette investigation est terminée de rien. En fait, il y a juste un titre, il y a aussi des investigations
dans le cas, par exemple, de Donald Trump 2016, de son cercle des conseillères, des advisors, on voit que tous, ils ont été accusés d'une chose, pas de collusion avec Poutine, mais de mentir. Donc, le titre juridique de l'investigation, la raison de leur incarcération éventuelle, pas tout le monde était en prison, elle était de mentir à l'FBI, à l'agent fédéral. Donc, on comprend que c'est juste toute la perception des données que Donald Trump est entouré par des criminels, mais qui n'avait rien à voir, ces crimes, avec des collusions avec la Russie. Et en fait, on même on compare Paul Manafort, toutes les informations, tout le lien, c'était plutôt avec l'Ukraine again. C'est plutôt évident qu'il s'agisse de tout un attentat de manipuler la justice pour des fins politiques. Les fins politiques, malheureusement, sont encore ça n'agisse même pas, je voudrais même pas dire malheureusement soit gauche, parce que ça n'agisse pas de notre croyance politique. Le vrai problème, c'est que si les institutions peuvent être manipulées par des fins politiques, n'importe si c'est à droite ou à gauche, c'est une violation de la démocratie, c'est une violation de la confiance que les citoyens peuvent avoir dans le système de justice. Le système de justice ne doit pas être manipulé par une façon politique et l'autre. Donc Simona, donc 2016, 2020, il y a les élections, donc Donald Trump contre Joe Biden. Vous nous dites que donc ce n'était pas le Russiagate, mais c'était le Ukraine Gate. Mais la guerre en Ukraine l'intervention en Ukraine de la Russie, ou ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre en Ukraine, n'avait pas encore commencé. Euh, Expliquez-nous un petit peu donc comment vous-même vous avez commencé à vous intéresser à aller là-bas en Ukraine, à interviewer des personnes, parce que on voit bien que quand il commence à y avoir la guerre, on n'est plus à Washington avec des lobbyistes qui sont en train de faire des coups bas et des petits arrangements et une corruption intellectuelle et du blanchiment. On commence à jouer avec la vie des gens. Euh, Oui, c'est très intéressant de retourner en fait à ces temps dans lesquels j'ai commencé à m'intéresser sur les interférences dans l'élection politique américaine et toute la route portée en Ukraine. Donc, dans cet effort, j'ai commencé à collaborer avec un filmmaker américain, mais d'origine ukrainienne, Igor Lopatnok, qui m'a donné l'opportunité en fait de commencer ma carrière des journalistes à travers ces documentaires en Kiev, des titres que c'est Everlasting Present. Et c'était sur l'histoire de l'Ukraine après le collapse de l'Union soviétique. Donc, j'ai eu l'opportunité d'interviewer Yushchenko et tous les autres hommes politiques qui ont fait l'histoire moderne de l'Ukraine dans les dernières 30 ans. Dans ces contextes, c'était avant l'intervention de la Russie. En fait, c'est un moment après 6 mois avant la guerre définie en fait donc par on les est en médias. 2021. Donc ça, c'était en Oui, 2021. oui, c'était août 2021. Donc, et c'était la date de réalisme. Dans ce contexte, j'ai eu l'opportunité en fait d'investiguer un peu sur comment Joe Biden, déjà en tant que vice-président des États-Unis dans l'administration d'Obama, il avait un intérêt dans l'Ukraine, un intérêt il est devenu contrôle de l'Ukraine et qui est devenu corruption. Dans les moments dans lequel son fils Hunter Biden, il a eu une position très économiquement très importante dans Burisma, the Oil and Gas Company, involved in money laundering. So, on parle de la blanchissement d'argent. C'est une entreprise très controvertie où les fils du vice-président des États-Unis étaient dans les conseils d'administration. Elle était payée après 80 000 dollars par mois. Il était rémunéré plus d'argent, beaucoup plus d'argent, on va voir dans les cours de l'investigation. Et dans ce moment spécifique, le procureur général de l'Ukraine, Chokin, il avait commencé une investigation dans l'évolution des Burisma, dans le blanchissement d'argent. Et bien dans ce moment que le vice-président Biden, il contacte directement
le président de l'Ukraine, Poroshenko, pour intimer, pour donner des instructions spécifiques. Et c'était cela de fire Shokin, donc d'éliminer Shokin de sa position, en condition. Il y avait $1 billion des États-Unis qu'elle a eu pas donné à l'Ukraine, comme on l'était promis dans le cas de leur affaire intergouvernementale. Dans le cas Shokin, il n'était pas liquidé de sa position. Donc, on a eu le vice-président Biden utilisant son position politique pour des intérêts personnels. Et les intérêts personnels dans ces cas-là, désolé, dans ces cas-là, c'était évidemment d'éviter que la justice le fait de scrutine sur cette compagnie Burisma dans laquelle son fils travaillait dans le conseil d'administration pour 80 000 euros par mois. Donc, il y a une corruption, ça c'est très grave. Et c'est très grave parce qu'évidemment, il y a une corruption et il y a aussi un contrôle d'ancien-président des États-Unis dans le département de justice ukrainien pour simplement effacer ces crimes. Et donc, vous vous retrouvez donc à investiguer, à enquêter sur la position en Ukraine. Donc ça, c'était avant la guerre avec Igor Lopotanov. Igor Lopotanov, que l'on a, qui est donc le producteur de Ukraine is on Fire. On a eu l'occasion de l'interviewer. Et quand vous vous rendez là-bas, vous vous rendez compte de quoi vous rendez-vous compte? C'est-à-dire que c'est vraiment un pays corrompu, c'est totalement différent de ce qu'on nous dit aujourd'hui dans les médias. Oui, il n'y a pas seulement la chose elle a marqué mon opinion sur l'Ukraine, c'était pas simplement les relations avec les États-Unis, en fait, à quel point elle était contrôlée par les États-Unis, mais aussi son histoire politique dans l'ingérence du monde occidental, par exemple dans les iconiques révolutions des Maïdan. Les deux révolutions des Maïdan, on a pu vérifier, en fait, interviewer des témoins des interférences, en fait, des agences de Soros dans la production de ces révolutions et aussi dans du ménagement médiatique de la révolution même. On vient toujours dans le même point. Il y a d'un côté l'interférence politique et de l'autre côté les médias qui délivrent un certain type d'information. Et donc, la perception globale, elle a pris cette forme, la forme qu'on veut. Donc, il s'agit de 2021 où j'ai commencé à investiguer sur les affaires de la famille de Biden en Ukraine. Dans ce moment, Joe Biden n'était pas encore président des États-Unis, était vice-président. Il avait déjà utilisé son influence politique pour des bénéfices personnels, des bénéfices économiques par son fils Hunter, qui était dans le conseil d'administration de Burisma, la société impliquée dans le blanchissement d'argent en Ukraine, la même société qu'elle était dans l'investigation du procureur Shokin. Et la même Shokin a été removed, I would say fired, fired, I misfired. Elle était liquidée de sa position parce que Joe Biden a provoqué cette décision. Donc, ça, c'était une chose qui avait marqué mon attention, à quel point les États-Unis étaient connectés à l'Ukraine et à quel point l'Ukraine a des informations sur le président des États-Unis qui sont des informations compromettantes. Et donc, vous avez des informations compromettantes. Donc, vous vous retrouvez donc en 2021, et là, vous vous rendez compte qu'il y a quand même beaucoup d'individus et des personnes qui sont à risque, vous voyez des gens qui ont leur vie à risque. Oui, en fait, c'est ça, c'est les nouvelles informations que j'ai eu l'opportunité d'avoir dans le cadre d'une plus récente interview à Minsk, cette fois Belorussia, en décembre, où la même personne qui avait à ce temps publié une audio recording sur des enregistrements audio des conversations between Joe Biden et Poroshenko, entre Joe Biden et Poroshenko, dans lesquels on voit ce schème de corruption, j'étais en train de mentionner d'abord, mais
sa vie. Il a eu un attentat à sa vie récemment, après 2 ans de désapparence du public. Cette même personne qui avait en fait produit cette information, maintenant, sa vie est en danger. Et il nous a parlé en fait des attentats d'assassinat à sa vie. Et il nous a fait des noms des gens impliqués dans les mêmes de la même targeting pour parler avec lui des affaires de la famille Biden en Ukraine. Donc, il n'y a pas que Derkach. Derkach, c'est la personne, en fait, je voudrais introduire au public cet caractère. C'était un caractère très controverti. En fait, une ukrainienne une parlementaire ukrainienne. Elle était élue au gouvernement ukrainien 7 fois, donc avec une extensive expérience politique qu'elle devient tout un fois caractérisée dans la presse internationale comme un agent de Poutine, simplement parce qu'elle avait publié ces informations sensibles sur Biden, en fait, sur l'implication des Hunter dans le bourisme et sur cette corruption entre Biden et Poroshenko pour éliminer de la scène Shokin, quel était le procureur général qui regardait dans le tourisme. Donc, j'ai eu l'opportunité de parler avec lui et il nous a révélé comment sa vie est en danger, mais aussi comme la vie de Shokin aujourd'hui en danger. Il est otage en Ukraine. Il a même contacté des congrès américains. Mais ça, c'est peut-être un peu plus spécifique dans le cadre de l'entretien que j'ai eu plus récemment. Et donc, vous avez, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai vu récemment un tweet où vous parliez d'un nouvel entretien avec, donc je vais le mettre à l'écran, de ce nouvel entretien que vous avez mené. On va le traduire en français, comme ça on pourra le mettre dans François. Et donc, vous parlez avec Monsieur Desraches et il vous explique que on a attenté à sa vie et vous explique quand même un certain nombre de problèmes de corruption. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous expliquer ce qu'il vous a dit et les choses qui sont les plus marquantes et les plus choquantes? Oui, bien sûr. Ça, c'était comme j'anticipais, c'était l'entretien que j'ai eu avec Andriy Derkach plus récemment en décembre à Minsk. La première chose qui est important de comprendre, et c'est pourquoi j'ai rencontré Derkach à Minsk, c'est parce que il a eu s'échapper de l'Ukraine, il peut plus rentrer dans son pays. Il a eu un attentat à sa vie plus récemment et surtout il est persécuté à niveau politique aussi parce qu'il a été caractérisé comme une chaos agent par le même gouvernement Zelensky, qu'il avait contribué à publier ces informations compromettantes avec Biden. Donc, il y a des choses, des bombshells que je voudrais résumer dans quelques mots parce que c'est vraiment un entretien dense des informations. Il a produit des documents, des jugements, des témoignages et aussi des nouveaux audio recordings. Enregistrement des conversations téléphoniques. Je n'ai pas enregistrement des conversations téléphoniques. Il y a beaucoup, en fait, des informations que c'est très compliqué, en fait, à résumer dans quelques mots, mais on peut dire qu'il y a des choses que les publics a besoin de savoir, que ces personnes qui ont exposé Biden à faire en Ukraine, à partir des Derkach, ils sont tous en danger de vie. Il y a un attentat à leur vie. Il y a à la fois des persécutions politiques, donc une instrumentalisation du département de justice américain pour produire des investigations, des fausses investigations contre eux. Et en même fois, il y a on passe d'une instrumentalisation de la justice à un gouvernement criminel. Il est un gouvernement pas que corrompu, qui utilise son département de justice pour persécuter certaines voies qui sont inconvénients, mais il est une organisation criminelle à la fois. C'est-à-dire une organisation qui organise des attentats à la vie des gens, c'est une mafia. Et en fait, une information que c'est très, très important à comprendre, et que Derkach dit était en danger du moment que le secrétaire, évidemment, il a produit des preuves en support de ces allégations. Les secrétaires d'État Blinken, américain, s'est présenté pendant un meeting à Kiev avec Zelensky. Il a produit cette instruction. You need to resolve the Derkach issue. Ça veut dire il faut
résoudre les problèmes d'Erkach. Évidemment, il fait penser à des moyens qui ne sont pas juridiques pour faire ça. Et donc, c'est ces moments que ce qui m'a choqué le plus. On passe d'un gouvernement corrompu à une organisation criminelle. Donc, on vit dans 2024 une Amérique qui c'est icône de démocratie et qui, en fait, elle a produit les mêmes moyens de résoudre les questions d'organisation criminelle des mafias. Et ça, c'est peut-être la chose, l'élément le plus choquant qui a marqué mon attention. Il y a des autres informations qu'il a produit, des jugements qui étaient classifiés et c'est récemment c'est rendu public, dans lesquels on voit comme le Burisma, le propriétaire de la compagnie Burisma, il avait organisé une bribe de 50 millions de dollars. On connaissait seulement de 6 millions de dollars et qu'il était simplement condamné à payer une 1,800 1800 dollars. dollars, oui, c'est ça. Oui, Il y a 1,800 eu une dollars. corruption qui était à l'origine estimée à 6 millions de dollars. On s'est aperçu que c'était 50 et en fait, il a été condamné à payer 1800 dollars d'amende. Voilà. C'est Voilà. Et donc, disproportionné. c'était plutôt choquant. Et les problèmes et la question, en fait, au-delà de tous les spécifiques des crimes qui étaient, en fait, qu'on a eu l'opportunité de vérifier, rechercher, scrutiner, des évidences ces crimes, c'est pourquoi il a certaines impunités, pourquoi ces caractères se permettent d'agir dans l'intérêt spécifique de protéger le président Biden. Pourquoi? Parce qu'il est en train de donner énormément d'argent à l'Ukraine maintenant pour des raisons qui sont bien autres que supportent l'indépendance de l'Ukraine contre les monstres Poutine, qu'ils ont construit ces monstres Poutine déjà depuis 2016. Donc, il y a toute une machine, une machination, une fabrication des narrations, narratives, mais aussi d'investigations pour arriver à une conclusion. Poutine est le monstre, l'Ukraine a sauvé. On ne regarde pas de la corruption du pays, on ne regarde pas à les preuves d'interférence de Biden dans leur gouvernement, on ne voit pas combien de leverage l'Ukraine a sur le président des États-Unis. Il n'y a encore aucun parlementaire au Congrès américain qui regarde dans ces mêmes documents que je suis en train de traduire et de scrutiner, évidemment, pour vérifier l'authenticité. Tous les documents que j'ai publiés sur mon account X sont tous vérifiés, donc sont tous originaires. Pardon. Et donc, il y a aussi cet aspect que c'est plutôt inquiétant jusqu'à un moment qu'il ne change pas l'administration, le gouvernement, on aura toujours des impunités, on n'aura pas d'accountabilité, on n'a pas des investigations dans la direction des produire de la justice. On a des investigations avec la seule intention de couvrir des crimes par les gens qui ont le pouvoir aujourd'hui et qui ont l'intérêt à la fois personnel d'un côté, Zelensky, de l'autre fois aussi personnel, mais aussi de recevoir de l'argent qu'on ne sait pas de beaucoup d'argent, on connaît pas la destination. Et notre révélation qui était plutôt inquiétante, c'est que les partenaires de Joe Biden en Ukraine, ils ont investi beaucoup d'argent dans des actions terroristes. En particulier, on parle de l'explosion de Nord Stream. Maintenant, ces informations sont très spécifiques, mais comme cadre général, maintenant, je voudrais délivrer ces messages. Il y a une corruption incroyable. Il y a des faits des preuves qu'on a recherchées accurément et qui prouvent cette corruption. Et à la fois, on a une impunité due à des intérêts qui justifient en grande partie la raison pour laquelle les États-Unis ont donné tellement d'argent à l'Ukraine. Dans le cadre d'une guerre qui était évidemment présentée pour des raisons qui ne sont pas les raisons réelles, mais que tout le monde, avec un peu plus d'informations, peut bien comprendre c'est quoi le vrai moteur de cette décision. Merci pour cette présentation. On va dire, elle est succincte. Je pense on fera une autre interview à un moment pour rentrer
plus dans le détail des mécanismes, parce que je pense que c'est important que les Français, les auditeurs comprennent un petit peu ce qui se passe, comprennent le travail que vous faites, qui est un travail de titan, pour démontrer justement cette corruption, pour démontrer ces prises illégales d'intérêt, cette géopolitique qui n'agit plus dans l'intérêt du peuple, mais dans l'intérêt de certaines personnes. Maintenant, j'aimerais juste poser une ou deux questions. Quand vous faites ce travail aux États-Unis, comment c'est perçu? On va dire, est-ce que les gens se passionnent de savoir que leur président ou le fils du président est impliqué dans ces affaires-là? Ou est-ce que l'Ukraine est tellement loin des États-Unis qu'ils ne s'y intéressent pas? Non, en fait, la question elle est très pertinente parce que jusqu'à un certain moment, personne s'intéressait à l'Ukraine, mais plus récemment, quand les gens là dû vivre une inflation économique importante, une condition économique que c'était palpable pour la vie de toutes les familles, ils ont commencé à intéresser pourquoi tellement d'argent était investi dans l'Ukraine et pas dans les pays, pas dans les gens qui ont pas de toit, pas sur les clochards, l'appartement des clochards, il y a des soucis d'immigration importante. Il y a une situation qui est catastrophique depuis Biden est au pouvoir, donc les gens commencent à s'intéresser. Et donc maintenant, ils suivent avec énormément de passion et d'intérêt toute cette recherche journalistique qui, en fait, c'est plutôt une recherche légale à la fois. Moi, comme vous avez bien commencé cet entretien, je suis avocate de formation, donc c'est le moteur de ma recherche, c'est de découvrir les legal patterns de tous ces scandales qui sont intéressent tout le monde parce qu'ils affectent tout le monde maintenant. Tout le monde, il est touché par cette corruption. Parce que l'économie, la situation économique des États-Unis est terrible. Les Américains ne sont pas habitués à vivre dans les contraintes. Alors, en France, quand on fait ce travail d'investigation, on nous traite d'extrême droite, on nous traite d'antisémite. Est-ce que c'est la même chose aux États-Unis? Est-ce que quand vous avez fait ce travail, on vous a montré du doigt en disant que vous étiez des extrêmes, que vous n'agissiez pas dans l'intérêt de la population? Ah oui, moi je suis évidemment, ça c'était la mainstream media. Il a décidé que moi je suis une extrémiste de droite. Mon origine italienne mais fait de moi une fasciste évidemment dans leur déformation de mon attente de faire de la loi en fait. Quand on veut faire du bien, qu'on veut poursuivre la justice, on est forcément quelque chose d'extrême. C'est extrême, c'est un acte extrême de poursuivre la justice, ce n'est pas la fabrication de la justice. Et à la fois, je suis aussi caractérisée comme une espionne russe, que c'est encore plus ridicule en fait. Ça c'est peut-être l'aspect que c'est comique, mais à la fois tragique, parce que on comprend à quel point on est dans la totale ignorance des vraies problématiques et pas que l'ignorance, mais pas de la volonté de savoir plus et de se contenter de ce qu'ils nous présentent comme des fantasies. N'importe ma nationalité, mon origine, mon background, je suis là en train de travailler pour Poutine parce qu'il y a une chose que c'est plutôt commun aujourd'hui aux États-Unis, sur tous les gens qui sont en train de produire des informations contre les deep state, contre Joe Biden et contre tous ces apparats, évidemment, ils sont forcément des agents de Poutine et toutes les informations, les pistes, les preuves qu'on produit pour supporter nos allégations, ils sont du produit de la Russian propaganda. Donc, il n'y a pas de questions que les gens s'interrogent sur regarder dans les preuves, écouter des différents investigations, que ce soit journalistiques ou que ce soit juridiques. Il y a seulement une brainwashing globale. Un lavage de cerveau, oui, un lavage de cerveau. Oui, lavage du cerveau, qu'ils disent, OK, cette personne part comme ça, donc il est une extrême droite et tous les gens d'extrême droite ils travaillent avec Poutine. Donc c'est une simplification un peu pathétique de la foi. Peut-être que je m'exprime un peu
Non, non, mon mais c'est très français. bien, c'est très clair. C'est très important parce que c'est à peu près la même chose qui se passe en Europe. Et peut-être moi, ma dernière question, quand vous regardez l'Europe, que vous voyez les affaires, le Qatargate, quand vous voyez toute la corruption qu'il y a, que vous voyez un petit peu les contrats avec Pfizer et tout ça, est-ce que vous avez l'impression que c'est à peu près la même chose qui se passe en Europe de ce qui se passe aux États-Unis? Parce que c'est intéressant de voir que vous êtes d'origine italienne, donc vous avez une origine européenne et vous avez traité les problèmes américains. Quel est votre point de vue sur ce qui se passe en Europe en ce moment? En fait, ça, c'est un parallèle très intéressant parce que je n'ai aucune confiance dans les institutions européennes. Après que j'ai travaillé là-bas pendant 7 ans, donc je suis entrée en contact avec assez d'informations pour savoir c'est quoi l'intérêt que les institutions européennes protègent. Et ces appareils des fonctionnaires et des politiciens qui sont là-bas, ils entretiennent leur intérêt réciproque. Et c'est évidemment la même chose que je vois toujours aux États-Unis, je vois en Europe cette manipulation de l'information, je vois une targeting de tous les voix qui sont inconvénients à leur fin politique. Et donc, c'est très intéressant de regarder autant qu'Européenne qu'elle a connu, en fait, les institutions européennes euh, parce que je travaillais. Donc, j'ai eu une consistante expérience de travail plus haut niveau des institutions européennes. En fait, j'ai commencé comme stagiaire à la Commission européenne et donc après, j'ai travaillé au Parlement européen jusqu'à travailler avec Schulz, alors président. Donc, je vois que la politique, il y a une mécanisme global dans ces moments et c'est très important en fait de donner de la voix et d'ouvrir les consciences à la vérité. Donc, le travail que vous faites aujourd'hui, c'est très important en fait parce que je crois que la communication est même plus efficace des jugements de les cours des tribunaux parfois parce que en fait les jugements ils percent pas la conscience du public jusqu'au moment que la communication elle fait comprendre ce jugement. Donc c'est très choquant pour moi voir cela en Europe et je vois exactement que c'est un miroir de ce qui se passe, les mêmes dynamiques aux États-Unis, c'est pas en Europe. Simona Mangiangaté, merci beaucoup pour cette interview. Je suggère qu'on fasse un petit peu plus tard dans la semaine une deuxième entretien, vraiment pour le cas beaucoup plus spécifique de DRH que vous avez trouvé, les mécanismes de cette corruption, parce que je pense qu'une fois qu'on vous a entendu, on a juste envie d'en savoir beaucoup plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de faire ce parallèle entre les États-Unis et l'Europe, de regarder, de travailler ensemble pour faire la transparence sur cette corruption, sur ces systèmes. Peut-être pour finir, une dernière question. On est en 2024, c'est l'année des élections aux États-Unis. Est-ce que ce cas, on va dire tout ce travail que vous faites, va s'inviter dans les élections aux États-Unis, d'après vous? J'espère que tout ce travail va aider aux citoyens américains à ouvrir les consciences, en fait, à avoir plus d'accès à des informations réelles pour faire des choix informés. Il faut, enfin, c'est les citoyens qui ont le pouvoir d'un système électoral dans lequel on peut faire confiance à notre vote, parce qu'il y a aussi ces soucis aux États-Unis. Il y a eu des gens qui ont, ils ne croient pas que le système électoral domine et toutes les choses, il a produit un résultat correct. Mais il y a évidemment un travail à faire sur le système électoral. Je crois que les États-Unis, c'est le seul endroit où on peut voter remote, où il n'y a pas de contrôle avec des papiers identificatifs. Donc, il y a des gens qui n'ont pas de confiance dans les votes tout court à cause du système. Mais bon, du côté de l'information, c'est nécessaire aujourd'hui de livrer une information réelle parce que les citoyens puissent avoir un choix informé, n'importe dans quelle direction, un choix informé. Eh bien, merci beaucoup, Simona Mangiante Papadopoulos, de nous avoir donné tout ce temps, de nous avoir présenté en tant qu'avocate qui est devenue journaliste. Donc, c'est super quand on a
des nouveaux journalistes avec des véritables expériences d'investigation. On ne peut pas dire que quand vous êtes avocate, vous êtes allé vérifier, vous êtes allé là-bas, vous êtes allé faire le vrai travail d'un journalisme, puisqu'aujourd'hui on s'aperçoit que les journalistes, et d'ailleurs on nous le dit souvent, ne font plus leur travail. Merci beaucoup d'avoir présenté, on va dire, votre travail sur l'Ukraine, sur les États-Unis, sur la manière dont la corruption s'invite de manière mafieuse dans les décisions gouvernementales, dans les décisions de la justice, jusqu'à avoir attentat à la vie des gens, mais aussi attentat au caractère des individus, à leur probité, à leur intégrité, comme ça a pu vous arriver, comme ça a pu m'arriver. Merci beaucoup en tout cas. Peut-être le mot de la fin, qu'est-ce que vous pourriez dire à vos amis français sur votre travail? Merci. Bonjour la France. J'espère que vous allez dans une direction complètement différente des États-Unis aujourd'hui. Je vois malheureusement que les trends qui sont stabilisés par les États-Unis sont suivis par l'Europe tout ensuite. Et c'est ça que je ne veux pas voir des racines très anciennes. On a une histoire qui caractérise notre identité. On doit toujours défendre nos identités. Il ne faut pas suivre des modèles qui ne nous appartiennent pas. Moi, j'ai pu remarquer qu'il y a aussi l'Italie, parfois, qu'elle suivent les États-Unis, les politiques des États-Unis sur les sanctions de la Russie, par exemple, sur les politiques de la guerre à l'Ukraine. Il faut faire ce que vous avez fait depuis le début de l'histoire de votre incroyable pays et savoir vos consciences indépendantes et avec une attitude critique indépendante, vous êtes sauvé de cette trend pour moi, De c'est cette losing influence. On va dire, oui, de cette faut influence. s'enlever de cette influence Enlever cette américaine influence, et exactement. regagner sa propre autonomie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir Autonomie. des alliés. Non, non, autonomie critique. Établir des alliances, mais autonomie aussi des institutions européennes à la fois et au-delà, à l'autre côté de l'océan. Donc, il y a une double perspective pour s'interfacer avec le monde international, inclus dans la même Europe. Eh bien, merci beaucoup, Simona Argenté, de nous avoir donné tout ce temps pour tout ce travail qui est assez incroyable. Je pense que ça va passionner les Français de voir que l'histoire qu'on leur raconte sur l'Ukraine, l'histoire qu'on raconte sur les États-Unis, l'histoire qu'on raconte sur Joe Biden et l'influence de son fils n'est pas exactement ce que les médias nous racontent, que derrière tout ça, il y a quand même beaucoup d'argent, beaucoup d'influence, il y a la vie de certaines personnes aussi en jeu. Merci à tous de nous avoir suivis sur François. On va dire, on va revisiter ce cas et surtout l'interview de André Derache et tout le travail qu'elle a fait, les pressions qu'il a eues dans un deuxième interview. Merci beaucoup, à très bientôt de nous avoir suivis pour cette émission spéciale. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée.